Une militante PCF rousselliste catastrophique, des militants de l'après qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre derrière Mélenchon pour 2027, mais pourquoi il faut faire l'union. Tout un tas de choses comme ça se passe sur la chaîne Cathédrale Osseuse. Cathédrale Osseuse qui est un camarade, si vous ne connaissez pas, allez voir. J'avais fait une vidéo avec lui sur ma chaîne PADU, PADU, où on parlait un peu de Mélenchon et où on disait pourquoi est-ce qu'on avait un soutien critique à Mélenchon. Parce que, à la fois, bon, on le soutient pour les élections parce qu'on pense que, c'est, la gauche, qui peut passer et qui reste radicale, on va dire. Mais à la fois, on est critique notamment de la structuration, du rapport à la base, du côté un petit peu, bonapartiste, du côté un petit peu, on va tout faire d'en haut, faites-moi confiance et ça ira. Alors évidemment, dans les discours, les insoumis, et notamment Jean-Luc Mélenchon disent que ça ne se fera pas sans la rue, mais le problème, c'est que tant qu'on n'organise pas la rue, ben, ça se fera pas, hein. Si on a pu avoir des grandes avancées dans ce pays, c'est aussi parce qu'on avait des fortes organisations syndicales et des partis et donc on parlait de tout ça. Je vous invite à aller voir, sur ma chaîne PADU, vous tapez, Mélenchon, me traite de marxiste rabougri. Je crois que c'était ça, le titre de la vidéo. Tapez ça et vous allez, trouver, ce feat avec Cathédrale Osseuse et donc Cathédrale Osseuse, il fait aussi des micro-trottoirs. C'est un militant, communiste, marxiste qui fait des micro-trottoirs, notamment pendant les mouvements sociaux et là, il nous en a fait un pour le 1er mai où il interviewe différentes personnes qui ont des avis catastrophiques. On va pouvoir voir tout ça. Vous allez voir, c'est assez drôle. C'est parti. Ouais, ici Cathédrale Osseuse, c'est le 1er mai. On va prendre un peu la température. Dans un contexte de montée de l'extrême droite, apparemment on peut pas parler d'épistémologie sur Twitter. Ce serait complètement inapproprié vu le contexte. Oh là 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 là, c'est quoi ce tacle? Cathédrale Osseuse me tacle sur l'épistémologie. Non, en vrai, on est d'accord en plus sur ces questions-là, mais ça me fait rire, oui. Voilà, le lourd communiste du réel qui est dans le réel pendant que les marxistes internet parlent d'épistémologie. Non, en vrai, l'un n'empêche pas l'autre, pas de théorie sans pratique. Et pas de pratique sans théorie. À ce qui paraît, il faudrait toucher un peu de l'herbe. On va toucher de l'herbe, les frérots. Bon, je suis avec Emma des Jeunesses communistes. Alors, comment on fait pour contrer la montée de l'extrême droite au regard de 2027 qui arrive assez vite? Est-ce que toi, tu serais sur une stratégie unioniste ou non? Quel est le candidat qu'il faut envoyer dans une perspective strictement électorale? Quelle est la position de la JC sur la question? Pour nous, Alors, la JC, il faut savoir qu'il y a vraiment différentes JC, des JC qui sont assez basées, je trouve, notamment la JC Nord, la JC Loire, un peu la JC Rhône, la JC Vienne. Après, il y a des JC aussi qui ont quitté le mouvement des jeunesses communistes, donc qui sont des jeunesses communistes un peu dissidentes. Voilà, enfin, il y a tout un tas de JC assez radicales qui ont une ligne intéressante, une ligne réellement communiste, une ligne qui se rapproche un peu de la mienne, voire qui est une des lignes qui se rapproche le plus de la mienne, hein, dans le paysage politique, je pense. Et vous allez avoir le national des JC qui est quand même plutôt cadenassé par le PCF et qui est plutôt rousselliste. Ça ne veut pas dire que les militants de la base le sont, mais ça veut dire que, vous savez, ça se passe comme ça dans les mouvements. Parfois, vous avez des postes qui sont cadenassés, qui sont les représentants de certaines JC, donc qui vont voter pour un truc rousselliste, alors que leur JC, elle est peut-être en partie rousselliste, mais en partie non. Mais de toute façon, le vote qui est porté par cette JC va être du coup rousselliste. Et donc, les JC les plus radicales n'arrivent pas à prendre le pouvoir et à infléchir pour l'instant leur mouvement sur une ligne de rupture et le mouvement reste plutôt rousselliste. Alors elle, vous allez voir, elle est plutôt dans la sphère JC rousselliste que moi j'apprécie pas et que je trouve à droite de la France insoumise, malheureusement, avec des gros biais. JC, c'est avoir déjà des mesures assez fortes et des mesures qui permettent d'avoir un espoir. Parce que là, on voit qu'on a de moins en moins d'espoir et c'est pour ça que pour le 1er mai, on se mobilise notamment pour les emplois et on veut donner des perspectives. Pour nous, il faut une gauche qui soit forte, mais pour ça, c'est pas en contradiction avec la pluralité des partis. Justement, on voit qu'il y a toute une extrême droite et toute une droite qui se présente majoritairement dans ces élections. Nous, on n'a jamais adhéré à l'union des gauches, on pense qu'on s'affaiblit et on voit que, par exemple, la LFI qui a voulu être hégémonique, c'est un peu perdu. Nous, on n'adhère pas. Alors, moi je suis d'accord avec elle sur l'opposition à l'union des gauches. Par contre, pointer LFI, je sais pas si c'est très intelligent parce que LFI,
fait l'union des gauches tantôt, et tantôt, par exemple, le présidentiel, il va tout seul, donc ça dépend vraiment des moments. Ils essaient d'analyser le moment, parfois bien, parfois moins bien, mais je vois pas trop comment on pourrait viser la FI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et on l'a montré avec le graphique, allez voir la playlist sur le graphique si vous l'avez pas fait, qu'il y a 2 gauches en France, une gauche SOSDEM plutôt pour les classes intermédiaires supérieures, et une gauche de rupture qui est plutôt classe populaire, et qui est plutôt représentée par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si on avait 2 partis, ce serait sûrement le truc le mieux, quoi. Un parti autour de la FI, avec peut-être le PCF qui pourrait rejoindre la FI. Le problème, c'est que la stratégie du PCF, c'est de taper sur la FI, donc ils le feront probablement pas. Et puis un parti autour du PS et de LV, plus pour les classes supérieures, quoi. Et ces 2 partis, ces 2 gauches pourraient maximiser leur voix, et au second tour, que l'une appelle à voter pour la plus forte des 2, la plus forte étant probablement la gauche populaire, parce que les gens en ont marre de la douille SOSDEM du PS, et parce que l'abstention peut être diminuée par quelqu'un comme Mélenchon. Et puis voilà, quoi. Tout à fait à leurs idées, on a un programme qui est propre, donc on soutient le Parti communiste. Il est un peu tôt pour parler de candidature, mais en tout cas pour nous, il faut que la gauche soit forte dans ses propositions, quoi. Bon alors apparemment il y a déjà des porte-paroles de l'Après, l'organisation qui a été lancée par Garrido. L'odeur, hein. L'odeur, que des traîtres, sauf Gérard Filoche, pas vraiment traître, mais bon. Est-ce que c'est mieux que les autres? Non, il est tout aussi catastrophique, voire pire, quoi. Corbière, il y a qui? Corbière, Clémentine Autain, le président de Picardie Debout, l'ancien. Là vous êtes déjà en train de vous organiser à l'échelle locale, quoi. Ouais, Locale et nationale. Ouais, nationale et locale, ouais, tout à fait. Ouais. On a eu un parlement national il y a un petit mois, là, où il y avait plus de 60. Pour les gens qui connaissent pas, hein, l'après, c'est les traîtres de la FI, en gros, qui passent leur temps à cracher sur Mélenchon dans les médias, qui ont fait un parti entre eux pour dire plus de démocratie interne. Plus de démocratie interne, voulant dire, j'imagine, surtout garder leur poste à eux, hein. Parce que plus de démocratie interne, ça se fera pas en évinçant Garrido, Corbière, Autain des postes, en les mettant militants de terrain, et en faisant tourner les gens qui sont députés tous les 5 ans. Ce sera pas ça ce sera pas du tirage au sort, leur démocratie interne, c'est la démocratie pour eux, hein. 65 départements représentés, où on a commencé à bosser sur notre fonctionnement interne, voilà, de manière très attentive et très ouverte, parce qu'on est très rigoureux, on va dire, et concerné par les questions de la démocratie interne, et sur le fait de considérer les militants comme des individus et pas comme uniquement des personnes qui seraient limitées au collage d'affiches ou à la distribution de tracts, mais aussi qui ont leur voix et qui peuvent l'exprimer au sein d'une organisation, quoi. Contrairement à... C'est triste parce que ça, en plus, c'est vrai. Je veux dire, moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Il faudrait des organisations avec une base sociale, avec des militants de terrain, comme l'a été le Parti communiste fut un temps, hein, avec des militants de terrain qui peuvent faire monter des trucs, qui peuvent infléchir des lignes, qui sont formés, qui cotisent pour que aussi le parti dépende de leurs militants et pas dépende de subventions ou je ne sais quoi. Mais ça peut pas se faire juste en tapant sur Mélenchon et en changeant les chefs et en ayant un espèce de gloubi-boulga comme ça avec Filoche. Alors Filoche, ça fait 50 ans qu'il est au PS, il va nous parler de démocratie interne. C'est quoi la démocratie interne au PS, sincèrement? Et en plus, vous allez voir que ces gens qui militent là sont pas très formés. Donc c'est-à-dire que moi, je veux bien la démocratie interne. La démocratie interne, ça se fait quand tu as aussi des militants de terrain qui ont une formation politique solide. Alors, c'est peut-être la faute de la FI aussi s'il n'y a pas de formation politique solide, hein. La FI se concentre sur la formation des cadres, notamment avec l'Institut de la Boétie. Et si tu as en fait une démocratie avec des gens qui peuvent se faire berner par tout et n'importe quoi, qui n'ont pas d'analyse fine, qui tremblent à chaque prise de position radicale parce qu'ils sont pas, ils sont vachement susceptibles de croire la propagande médiatique ou des choses comme ça, bah, c'est la catastrophe. Et j'ai l'impression que la FI s'est basée un peu sur ça aussi. Ils sont centralisés avec une espèce d'élite éclairée qui prend des décisions qui sont relativement bonnes en général. Mais ça suffit pas, quoi, parce qu'on se dit, bah ouais, mais si un jour Mélenchon tombe, si un jour Bompard tombe, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une restructuration d'un parti de gauche radical. Moi, je pense d'un parti communiste, hein. On ne peut pas se passer de tout ça parce que sans ça, on n'aura pas de base sociale formée pour mener les luttes sociales à la fois sur le terrain et à la fois tenir en laisse, on va dire, les représentants quand on en a, quoi.
Ce qui se fait à la FI, c'est ça qui est sous-entendu un peu, ou c'est trop vertical C'est vrai que nous, on a eu moi, je suis un ancien de la FI hein, j'ai été purgé parce que justement, j'ai mené ce débat-là en interne et qu'on a vu qu'il y a un moment, il y a eu un point de blocage où... Mais c'est intéressant, on va en parler. Toi, tu considères Ça, faut faire. Alors, lui, je le connais pas, si ça se trouve, il a raison, hein, mais il faut faire gaffe parce que souvent, les mecs qui te disent ça, en fait, ça fait 10 ans qu'ils croquent. Ça fait 10 ans qu'ils s'en battent les couilles de la démocratie interne, et le jour où ils se font purger parce qu'ils ont un avis désastreux sur je sais quoi, parce qu'ils sont pas radicaux, parce qu'ils ont peur de dénoncer l'islamophobie ou je sais pas quoi. Je dis pas que c'est son cas, hein, si ça se trouve, lui, c'est pas du tout le cas, mais il y en a quand même beaucoup où c'est comme ça, et après il dit ah, il n'y a pas de démocratie interne. Ouais, mais frérot, quand ça te profitait, t'en parlais pas. Et en fait, t'as été purgé parce que t'es un droitard, en fait. T'as un droitard mental, c'est pour ça que t'as été purgé. du coup que là, la France insoumise est en train de perdre son hégémonie? De fait, c'était pas forcément la meilleure stratégie. On a une diversité d'opinions. On voit qu'ils ont voulu avoir une stratégie électoraliste qui s'est plutôt dirigée vers une certaine partie de la population, pas toute. Nous, on vise à faire adhérer toute la population. Non, mais c'est n'importe quoi. Déjà, je vois pas en quoi le PCF n'a pas une stratégie électoraliste et en quoi l'hégémonie de la FI est en train de diminuer, alors que la FI, ils ont fait de plus en plus de voix d'année en année. Même aux européennes, ils ont réussi à sortir des millions de personnes de l'abstention. Enfin, vraiment, c'est tout à fait faux de dire que la FI est sur la pente descendante, quoi. Je sais pas sur quoi elle s'appuie. Et pour le coup, l'électoralisme, il est vraiment très clair chez Roussel, qui essaie de draguer les gens sur les plateaux télé en racontant n'importe quoi, hein. On ne veut pas mettre de côté les travailleurs. Les électeurs aujourd'hui de l'extrême droite sont théoriquement aussi nos électeurs. Ce sont les travailleurs qui sont... Quoi? Non, mais en tant que travailleur, il faut travailler, leur conscience les rendre de gauche, mais en fait, tu peux pas tout avoir, hein. Aujourd'hui, il y a tout un tas de la population qui ne se sent plus représentée et qui a commencé à sortir de l'abstention grâce à Jean-Luc Mélenchon notamment, à gauche. Il y a tout un tas de personnes qui sont peut-être de gauche, pas assez radicales, qu'on peut peut-être radicaliser et tout. Tu peux parler, hein, je veux dire, moi, ça me gêne pas de parler à des gens d'extrême droite, mais les gens qui sont en train de se radicaliser et qui ont qui ont comme avis, en fait, que si c'est la crise, c'est parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes, en gros, ces gens-là, ça va pas être les gens les plus faciles à faire passer à gauche. Et en plus de ça, on sait dans la bouche du Parti communiste aujourd'hui, quand ils disent ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fermer sur l'islamophobie. Ça veut dire la fermer sur la question palestinienne, et ça veut dire en gros donner à l'extrême droite ce qu'elle a envie d'avoir, c'est-à-dire faire un peu comme l'extrême droite pour que les gens d'extrême droite votent pour nous. On sait que ça ne marche pas. Il n'y a qu'en opposant à l'extrême droite un discours clairement antiraciste que, on va mobiliser les gens qui sont antiracistes ou les gens qui sont racisés, qui se sentent attaqués par le racisme, et que deux, on peut faire douter ces gens-là. Si tu leur dis « Ah ouais, mais en fait, tu as un peu raison, la crise, ouais, l'islamophobie quand même, c'est pas un bon terme, hein, parce que bon, voilà, ça serait dommage de pas laisser les gens attaquer l'islam, je sais pas trop quoi et tout. » On sait que ça provoque du vote d'extrême droite. Ça ne marche pas. C'est pour ça que Roussel a perdu les élections législatives. C'est pour ça que Ruffin n'a pas gagné les élections législatives en s'en sortir en récoltant le vote des droitards, mais en allant faire une espèce d'alliance un peu dégueulasse avec le centre et avec le centre droit, et en profitant de Mélenchon, de ses scores dans les banlieues, en faisant croire en gros qu'il était sur la ligne de Mélenchon avant de le trahir quelques semaines après, quoi. Donc il faut vraiment faire gaffe sur ce discours qui est catastrophique pour quelqu'un qui devrait se dire communiste, hein, qui est à la JC et qui n'a pas l'air d'être réformé sur ces questions, quoi. Souffrance, il y a du racisme bien sûr qu'il faut combattre, mais nous on essaie d'être large. En fait, le problème, c'est que vous avez Ouais, il y a du racisme bien sûr qu'il faut combattre, mais on essaie d'être large. Je sais ce que ça veut dire, ça, et ça sent pas bon du tout, et ça sent la défaite de la gauche, hein, ça je vous le dis, hein. des attentes qui sont infondées. Enfin, je veux dire, remettez-vous historiquement. Est-ce que vous serez allé dire dans les années 20, 30, on parle même en fait aux antisémites parce que c'est des travailleurs aussi, et bon, ouais, l'antisémitisme c'est pas top, mais voilà, on essaie d'être large. C'est comme ça que tu vas faire changer les gens? C'est pas comme ça que tu vas faire changer les gens. C'est en ayant un discours clair et offensif sur la question de l'antisémitisme, par exemple, que tu vas faire changer les gens, douter les gens, et que tu vas aussi montrer que tu as un rempart pour les gens qui sont humanistes et qui se sentent concernés par ça, ou pour les gens qui sont juifs, quoi. Et aujourd'hui, c'est pareil avec l'islamophobie, par exemple. Avec d'autres choses, avec la négrophobie, avec la transphobie, avec le sexisme. Il faut être radical et droit dans ses bottes pour pouvoir convaincre.
La France Insoumise n'a jamais été pensée comme un parti ouvrier, par exemple. C'est pas le Parti communiste avec du centralisme démocratique. Bon, il n'y a plus de centralisme démocratique au Parti communiste depuis les années 95. Ça pose tout un tas de problèmes, notamment une direction qui est en roue libre au niveau de la communication, mais bref, c'est un autre sujet. Pourquoi vous avez ces attentes de démocratisation de l'appareil, alors que la France Insoumise a été pensée comme une machine pour surperformer électoralement, avec des petits soldats militants qui sont aux ordres. Pourquoi avoir cette attente? Elle est infondée. La question est très bonne et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, ok, la FI, il n'y a pas de démocratie interne, ça n'a jamais été le but du truc, et c'est un problème structurel à la France Insoumise, c'est un problème en soi de la France Insoumise. Mais est-ce que recréer un truc à côté, avec au lieu d'avoir Mélenchon comme chef, Alexis Corbière et Garrido, ça va changer quoi que ce soit? Ça ne va rien changer. Si vous voulez un parti avec du centralisme démocratique, avec, qui se base sur des militants de terrain, de la cotisation des militants et tout, il faut reconstruire ce qu'il y avait avant avec le Parti communiste. Il faut reconstruire un Parti communiste ou quelque chose du style. Il ne faut pas refaire une énième France insoumise qui va être noyautée par 2-3 arrivistes. Il faut quelque chose d'assez clair à ce niveau-là, quoi, une rupture avec ça. Je dirais, les gens qui ont adhéré à la France insoumise, ils ont adhéré à cause de la pagaille politique et la nécessité de trouver une réponse politique après divers échecs. Divers échecs qui viennent aussi du PS, aussi de Mélenchon et de d'autres. Le mode de structuration. C'est quoi ce mec, quoi? Le gars, ouais, c'est la faute de Mélenchon si le PS s'est chié. Ouais. Le gars qui a quitté le PS dès la fin des années 2000, qui a quand même refondé une gauche de rupture. Encore une fois, je passe pour un bandeur de Mélenchon tout le temps. Alors, j'en suis un en période électorale. Non, mais j'en suis un quand il faut en être un. Mais la réalité, c'est qu'il faut avouer que dans ce pays, on a une gauche de rupture et que ça tient aussi sur Jean-Luc Mélenchon. Pas que, mais ça tient aussi grâce à lui. Il y a plein de problèmes à la France insoumise. Je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, dans une phase après la phase gazeuse de condensation, où il faut qu'on retrouve des structures de classe, des structures militantes, concrètes, et pas juste s'appuyer sur l'électoralisme et le haut, quoi. Mais il faut pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Premier de l'AFI, où effectivement les décisions étaient très centralisées, mais l'action locale était totalement libre. Ouais. Ça allait bien tant qu'on n'a pas atteint une certaine masse critique. À partir du moment où on a eu 75 députés à l'Assemblée, il fallait que la France Insoumise se réforme et s'ouvre et aille plus vers effectivement une forme, peut-être pas un parti, tu vois, stricto sensu comme on a pu le connaître jusqu'à maintenant, mais où au moins il y avait de la démocratie, des possibilités aussi un pluralisme réel. Et en fait, au lieu de faire ça, à ce moment-là, en fait, c'est l'inverse qu'on a fait. Au lieu de s'ouvrir, c'est là où ça s'est refermé. C'est là où il y a eu une espèce d'épuration au sein de la direction de la France Insoumise. Et voilà, où ça... Ouais. Alors, je suis en partie d'accord avec lui. C'est vrai que c'était peut-être le moment de fonder un parti. Après, à quel point c'est faisable. Peut-être que le verre était dans le fruit. Hein. Peut-être que quand tu as commencé à penser par le haut, c'est très difficile de refonder un parti après parce que tu sais pas ce que font les militants de terrain, qui sait et tout. Et je pense qu'ils ont un côté comme ça où ils veulent pas non plus donner trop de pouvoir à des gens où ils savent pas sur quelle ligne ils sont, qui sont pas formés aussi. Mais voilà, par contre, le coup de l'épuration, encore une fois, l'épuration, ce qu'ils appellent l'épuration, c'est des gens qui avaient déposé, par exemple, l'après avant même les élections législatives, c'est-à-dire qu'ils disent oui, on a fait l'après parce qu'on s'est fait virer. Non, vous avez fait l'après avant les élections législatives, et qui pensaient déjà à tuer Mélenchon, entre guillemets, et à essayer de le doubler par la droite depuis un bail. Donc ce qu'ils appellent une épuration, en fait, c'est ne pas donner un poste de député à quelqu'un qui va te trahir et qui est même pas sur la ligne radicale, quoi. Quel est l'intérêt pour ça? Moi, je me sentirais trahi si je votais France Insoumise et que le poste était donné à Alexis Corbière, qui est beaucoup plus à droite que le reste de la France Insoumise, et qui, au moindre truc, va s'allier avec le PS LV pour essayer de taper sur Mélenchon. Et passer sur BFM TV pour essayer de taper sur Mélenchon. Donc le coup de l'épuration, c'est un peu facile, quoi. Ça a mené au final à la purge et à la création de l'après, quoi. Mais du coup, là, il y a quand même une urgence face à la montée de l'extrême droite. Est-ce que envoyer un candidat autonome pour le Parti communiste, à savoir Fabien Roussel, c'est vraiment responsable? Sachant que Roussel a fait quoi, 2%? Oui, moi je pense, parce que en réalité, avant la candidature de Roussel, on voyait que la gauche se perdait dans des débats stériles autour racisme, pas racisme, etc. Roussel, il a apporté des débats forts comme... Quoi? C'est quoi le débat stérile, racisme, pas racisme? Genre c'est un sous-débat, voilà, le débat sur le racisme c'est un sous-débat, quoi. Catastrophique, hein.
Pas stérile autour racisme, pas racisme, etc. Roussel, il a apporté des débats forts comme la question du travail. Ça a obligé tous les candidats à se positionner. La question du travail, non mais attendez, Roussel, à part quand il est dans une salle avec 200 communistes devant lui, il assume pas tant que ça son programme sur le travail. C'est-à-dire que tout ce qui est sécurité, emploi, formation, tout ce qui est réappropriation des moyens de production et tout, on l'entend pas beaucoup l'ouvrir là-dessus. Par contre, on l'entend beaucoup l'ouvrir sur taper sur Jean-Luc Mélenchon, dire que le pinard et puis les côtes de bœuf c'est bien. Et que quand même il faut voilà il comprend les électeurs RN et que l'islamophobie c'est pas un bon terme et je sais pas quoi. Donc Roussel quand faut mettre de l'eau dans son vin et faire le droitard, il le fait. Par contre quand il faudrait être, moi je suis d'accord, hein, le programme de la France Insoumise est mieux que celui de la FI sur le travail, mais quand il faut l'assumer il le fait pas tant que ça. Moi j'aurais aimé qu'il prenne Mélenchon par sa gauche sur ces questions là, qu'il déplace la fenêtre d'Overton un peu à gauche comme ça, qui remette l'église au centre du village en ce qui concerne le travail, quoi. Il ne le fait pas et en plus de ça, il déplace le curseur à droite sur la question du racisme. Donc c'est catastrophique. Après, je suis d'accord avec elle sur un truc, la question du travail, elle est centrale. Nous, on pense, dans notre assaut à la brèche et dans la patte du team, on pense qu'il faut mettre en avant notamment les 32 heures parce que c'est une mesure qui est très partagée, très voulue par le salariat généralisé. On pense qu'il faut aussi mettre en avant le SMIC à 2000 €, qu'il faut mettre en avant la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, des choses comme ça, des mesures fortes qui peuvent mobiliser aussi des gens qui sont dégoûtés de la politique et se dire que quand même ça peut valoir le coup d'aller mettre un bulletin dans l'urne ou alors de militer pour essayer de changer les choses. Mais on peut pas dire que ce soit Roussel qui fasse ça, quoi. On est à droite comme à gauche. Et pour nous, c'est fondamental que ce genre de questions soit mise au devant de la scène. Moi, comme je le vois, tu vois, alors, je veux pas faire le SAV de la FI. Moi, je suis militant communiste. La France Insoumise, historiquement, c'est une organisation politique qui a ses limites et sur le long terme, qui nous posera des problèmes, en fait. Ça suffit pas. Mais pourquoi ça s'est resserré? Pourquoi ils ont empêché une forme de démocratie interne? Parce que la démocratie interne avec des militants qui sont pas formés, et c'est le cas de la France Insoumise, globalement, les militants sont pas formés théoriquement. Allez, le petit sourire. J'aime bien Kat parce qu'il a un peu. Des fois, il dit un peu les termes, mais je sais pas s'il se rend compte que ça peut être pris. Ça peut être pris un peu bizarrement par les gens, mais ça me fait trop rire. Putain, il a raison, il a raison. Et bah potentiellement, c'était la porte ouverte à un ramollissement de la ligne. Et ramollir la ligne, c'est perdre le vote des classes populaires. Et c'est jeter les classes populaires dans les bras de l'extrême droite. Encore plus qu'elles ne le sont déjà. C'est ce qui est dit par 3 ou 4 dirigeants de la France Insoumise. C'est globalement pas vrai. C'est ce qui se passe dans les années 80. À partir du moment où Mitterrand fait le tournant de la rigueur et que le Parti communiste fait le service après-vente de Mitterrand, d'élection en élection, le Parti socialiste et le Parti communiste perdent le vote des classes populaires. Il faut retenir les leçons de l'histoire. Perdu l'essentiel des couches populaires en 84. Donc l'effondrement date d'un moment où Mélenchon y était dans ce gouvernement-là. Oui, on veut bien, on veut bien. C'est n'importe quoi. Enfin, le mec, il te dit c'est la faute de Mélenchon si on a perdu les classes populaires dans les années 80. Il faut toujours penser les gens, même si Mélenchon mentait en fait. Mélenchon, disons que c'est un grand Manitou et il ment tout le temps. On s'en bat les couilles en fait. Ça ne change rien à son positionnement politique objectif, aux forces politiques qu'il engrange derrière lui, aux gens qui l'entourent et à toute un parti. C'est pas l'homme qui nous intéresse. Quand bien même le mec aurait trahi pour se faire mousser ou je sais pas quoi, en fait on s'en balèque. Ce qui compte c'est qu'est-ce que c'est comme force politique et quelles personnes sont derrière cette force politique. C'est ça qui compte. Donc même si alors, dans les années 80 en plus c'est pas la faute de Mélenchon s'il y a eu un virage à droite par le PS, c'est plus la faute des néolibéraux du PS de l'époque. Mais en plus de ça, aujourd'hui, il y a quand même 40 ans depuis les années 80, quoi. Donc on peut peut-être passer à autre chose. Ça d'accord. Donc, il a un passé. Si on regarde, oui, mais enfin, il a le même passé que la gauche du gouvernement. Vous appréciez ce que vous êtes en train de voir? Ouais, il a les mêmes passés que la gauche du gouvernement, oui, d'accord. Oui. Okay. Bon, là, il nous fait ça. Si vous voulez Tipeee, si vous voulez donner sur Tipeee, allez donner sur Tipeee à Cathédrale. Électorale. Du coup, si on regarde du côté de la sociologie électorale
du Parti communiste. Bon là on a glissé, à la base on parlait des JC mais on a glissé sur le PC. Si on regarde du côté de la sociologie électorale, tu me parles d'aller chercher les classes populaires, même les classes populaires blanches, racistes des campagnes. Mais votre sociologie électorale, elle est plutôt couche intermédiaire en réalité. C'est pas vrai que vous allez chercher les prolos, tu vois. Oui, parce qu'il Ah là 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 là, le frérot cathédrale qui dit vous êtes plutôt en haut à droite dans le graphique. Comment ça se fait que Roussel ce soit en haut à droite dans le graphique? C'est bizarre ça. y a eu, je pense, un vote utile qui s'est fait à la fin. Et je pense que c'est un combat de longue haleine. Là, on se Non mais il n'y a pas eu un vote utile des classes populaires vers Mélenchon qui ne s'est pas fait dans les classes intermédiaires. T'as personne qui gagne 800 balles par mois qui hésitait entre Roussel et Mélenchon. Enfin, il y a des gens qui hésitaient entre ça et ça, mais en moyenne, c'est pas le cas. C'est juste pas le même électorat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes stratégies militantes et médiatiques. Et quand vous avez un type qui à la télé parle des valeurs de la République, un antiracisme qui est très sur le plan des valeurs, très abstrait, qu'il a un rapport aussi au patrimoine français qui met tout le temps en avant, ça c'est pas des choses qui parlent aux gens qui ont du mal à finir la fin du mois. Les gens qui vivent la crise, ce qu'ils veulent, c'est une solution à la crise qu'ils sont en train de vivre. Ça peut être le pacte racial proposé par Marine Le Pen. C'est-à-dire, il y a la crise, ben, on va en donner moins aux Arabes et puis ça ira mieux, on va fermer les frontières, machin. Ça peut être le pacte égalitaire proposé par Mélenchon, qui va pas assez loin, on est d'accord, tout ça, mais qui est quand même là et qui parle quand même à des gens, c'est-à-dire de leur dire on va arrêter de hiérarchiser entre les races, entre les genres, entre les sexes, entre tout ce que vous voulez, et on va redistribuer les richesses. Et ben ça c'est beaucoup plus concret en fait que le truc abstrait d'en haut à droite du graphique de Roussel, quoi. remis dans les élections, c'est tout neuf en réalité. C'est la première élection, on se remet, on s'était rangé derrière Mélenchon avant. Et je pense que déjà c'est une bataille d'idées qu'il faut mener au quotidien dans les médias. Et ça passe par avoir un candidat. Et derrière, bien sûr qu'on veut parler à Putain, mais quel candidat vous avez pour mener la bataille d'idées? Vous avez Roussel, il mène rien du tout comme bataille d'idées. toute la population, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Bien sûr, on vise les travailleurs et la jeunesse en priorité. Enfin, le problème, historiquement, il est un peu plus profond. En fait, à partir des années 80 surtout, il y a un désengagement des classes populaires et un décrochage du vote et de l'électorat Parti communiste, et notamment parce que le Parti communiste a collaboré avec Mitterrand, collaboré à partir du moment où Mitterrand a opéré son tournant de la rigueur, donc des politiques libérales. Il y a des ministres communistes qui ont défendu ça, et c'est à partir de ce moment-là que l'électorat du Parti communiste décroche. Donc tu vois, le problème, c'est un problème de fond. Et donc tu vois bien que pour garder les classes populaires, il faut une ligne radicale. Or aujourd'hui, en tout cas dans la communication, dans les médias, Fabien Roussel communique de manière très droitière. Moi je pense pas, je pense qu'il a remis des mots qu'on Moi, je pense pas. C'est Roussel qui dit bien sûr qu'il existe le racisme anti-blanc. Elle répond moi, je pense pas. ne s'est plus prononcé. Par contre, je pense qu'il faut garder quand même notre aspect social, etc. Mais je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que ce soit l'association avec Mitterrand, même si ça n'a pas été brillant et qu'on a pu avoir quand même quelques avancées. Ouais, je suis en partie d'accord avec elle. C'est pas que l'association avec Mitterrand. Il y a aussi tout un tas de dynamiques matérielles, d'intégration du prolétariat notamment du prolétariat blanc aux classes intermédiaires, à l'accès aux études supérieures et tout. Du coup, ça crée un prolétariat qui est forcément plus intégré et moins radical, donc qui est moins attiré par des partis comme le Parti communiste. Le néolibéralisme et l'échange inégal au niveau planétaire qui profite aussi aux classes intermédiaires comme ça occidentales. Il faut le dire, avant la crise vient aussi une période comme ça où ça peut profiter aux classes occidentales. Et puis cette accession du prolétariat blanc aux couches intermédiaires, voire aux couches un peu supérieures, ça va être permis par l'intégration, l'exploitation de main-d'œuvre, notamment de pays plus pauvres et notamment des pays des anciennes colonies françaises. Et donc, ça va créer aussi une division raciale dans le prolétariat, où vous allez avoir des blancs qui ont pu accéder à quelque chose d'un petit peu mieux et qui vont avoir des noirs, des arabes qui vont être, eux, moins qualifiés dans des métiers moins bien payés. Et ça va permettre
au racisme de vraiment s'accentuer comme dimension, comme projet politique de stigmatisation des gens les plus pauvres dans le pays et comme scission, on va dire, du prolétariat dans ce pays. Et ça, c'est une dynamique assez large et au final assez matérielle. Et face à ça, à part un projet antiraciste et égalitaire, nous, on peut rien proposer. C'est pour ça que l'antiracisme, contrairement à ce qu'elle dit, est si importante pour la gauche aujourd'hui. Je pense que c'est le patronat qui nous a durement attaqués. Aujourd'hui, c'est la CGT qui a été affaiblie, c'est le Parti communiste, c'est les partis de manière générale. Ils tentent de nous diviser. Ils ont fait passer des réformes alors qu'il y a eu de fortes mobilisations. Aujourd'hui, il faut montrer que des victoires sont possibles. Oui, il faut construire un... Mais c'est marrant parce qu'elle dit qu'ils tentent de nous diviser, machin, et par contre, quand Roussel va rentrer dans un discours que de fait divise le prolétariat, qui est un discours pas clair sur l'antiracisme, bah là, elle a rien à dire, quoi. Bon, là, on est à 9 minutes. Je vais vous laisser aller regarder la fin sur la chaîne du frérot Cathédrale Osseuse. Je vais m'arrêter là parce que sinon, vous ne pourrez pas tout voir et puis je pense que j'aurai pas beaucoup de choses à dire en plus. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu PADU, à la chaîne de Zoé, Docteur-du-bas, Zoé-du-bas. Ce soir, on live avec Zoé et Chris et on va parler, ce dont vous me demandez de parler depuis un bail, mais dont on a voulu prendre le temps déjà de voir un peu les réactions de tout le monde et de pouvoir analyser ça. Pas à chaud, parce que c'est jamais bon de le faire à chaud, d'essayer de porter une analyse politique, de l'article Mediapart et de tout ce qui s'ensuit pour la Zawaprod, pour Dany. Donc on en parle ce soir sur la chaîne Twitch, Paduteam, Paduteam, twitch.tv/Paduteam. Je vous laisse venir, je pense que ce sera vers 21h ou 21h30 selon. Donc ce soir. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Puis je vous invite à vous aller sur Tipeee comme d'habitude, blabla. Sur ce, je vous dis à plus.